Allez, c'est parti, on se rend au studio Blips, le studio de Stéphane Bria, aussi connu sous le nom de Alf. Alors Stéphane, il a une carrière assez impressionnante, assez intéressante. Il a commencé notamment au studio Plus 30, on le voit d'ailleurs dans le documentaire de DJ Mehdi. Donc il a direct été un peu avec la fine fleur de la pop française, enfin de la musique française au sens large du terme. Il a du coup une jolie carrière, on a une jolie liste d'artistes avec qui il a collaboré. Aujourd'hui, c'est vraiment un mixeur renommé, notamment en pop française, mais pas que. Alors pour citer quelques noms avec qui il a travaillé, que moi j'adore en tout cas, on a Mustang, Chassol, Coup de Lame, MC Solar, DJ Mehdi, La Femme, Flavien Berger, et puis le groupe R. Alors avec le groupe R, il a fait pas mal de disques, notamment les premiers disques, et il a fait un album assez culte. Je ne vais pas vous le citer, vous le verrez dans la vidéo. Je vous en parle parce que cet album culte, d'ailleurs il est en train de le remixer. Alors il l'a remixé je crois il y a quelques temps. Vous allez voir pourquoi il a remixé un album culte de R, vous le verrez dans la vidéo, ça va être absolument passionnant. Avant de vous laisser avec Stéphane, je vous invite vivement à aller checker les liens affiliés en description ou en commentaire. Vous allez y retrouver un peu du matériel qu'utilise Stéphane et même du matériel qui n'est pas cité dans la vidéo. Ces liens affiliés aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Ces reportages, ces studio tours, ça coûte de l'argent, du temps, c'est un investissement assez énorme de ma part. Et aujourd'hui, si vous en voulez plus des studio tours, il va falloir passer par mes liens affiliés Thomann. Bonne nouvelle, Thomann garde les cookies 14 jours. Donc si vous cliquez sur ces liens, juste par curiosité pour voir le matériel sans l'acheter, et que vous revenez quelques jours après pour acheter vos cordes de guitare sans forcément passer par mon lien, mais en passant par le même navigateur, je vais avoir ma petite part du gâteau. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à ces liens affiliés. C'est comme ça que vous aurez encore davantage de studio tours. Allez, sans plus attendre, je vous laisse donc en compagnie de Stéphane au studio Blips. Bon visionnage. T'es prêt ? Ouais. Salut Stéphane. Salut Victor. Ça va ? Ouais, super. Devrais-je t'appeler Alf peut-être ? Comme tu le souhaites, Stéphane, ça me convient aussi. Ok. Alors pour les plus jeunes de la chaîne là, qui nous regardent et qui n'ont pas la référence, c'est qui Alf ? Alf, Alf c'est personnage de sitcom extraterrestre, mangeur de chats, avec un gros nez et plein de poils partout. Et donc voilà, j'ai écopé de ce surnom dans le premier studio dans lequel j'ai travaillé, parce que j'aimais bien ce petit personnage et parfois je m'arrêtais même pour regarder la série. Et le gars qui s'occupait du planning m'a dit « mais il te ressemble un peu celui-là ». Et le lendemain sur l'intercom, il a commencé à m'appeler comme ça, et bon an mal an, c'est resté. Ça a collé. Et il est sympa ce Alf. Alors du coup, ça faisait longtemps que je voulais faire ce studio tour, parce que comme je le disais à QDS ce matin, QDS, et toi aussi en fait ça fait partie de ces noms que j'ai souvent vus en fait dans les crédits quand je regarde les crédits d'albums qui me plaisent et je fais waouh, le son est vraiment top. C'est arrivé quand même plus d'une fois que je croise ton nom, donc naturellement je t'ai suivi en tant que fan, donc je suis trop content d'être là. Alors avant qu'on parle de ta carrière, est-ce que tu peux me parler rapidement de là où on est, parce qu'on est tout près de questions de son justement. Oui, alors on est dans le 10e arrondissement, au studio Blips, qui est un sous-sol du studio EGP Hippocampus, dans lequel je suis installé depuis plus de 20 ans. C'est un endroit que j'ai découvert un petit peu par hasard quand j'étais à un moment à la recherche d'un camp de base, parce que écumant les studios à l'époque et les cabines parisiennes pour faire les différents travaux d'enregistrement et de mixage, j'avais décidé de monter un studio mobile dans des flycases, et je louais au fur et à mesure des projets que j'avais à mener des endroits pour pouvoir m'installer. Et j'en ai eu un petit peu marre de chercher des endroits ici et là, donc je me suis dit ça serait bien que je trouve un camp de base pour poser mes caisses. Et après quelques recherches, je suis arrivé ici un petit peu par hasard, qui est une belle cave. Donc c'est un sous-sol avec une petite lucarne quand même pour voir s'il fait jour ou nuit. Mais sinon, on est quand même dans une ambiance cave et on n'est pas vraiment dans une atmosphère de studio. On est entre la pièce du salon de campagne, un peu château, et un univers un peu plus studio ou auditorium. Ça pourrait être un auditorium hi-fi. Donc voilà, on est dans un endroit un petit peu atypique, en plein centre de Paris. Et ce qui est sympa, c'est que le quartier est très central et que j'ai le bonheur d'être entouré de pas mal
d'autres collègues qui font soit du mastering avec Chab, qui est juste à côté, soit d'autres gars qui font de la production, qui ont leur propre studio, donc dans la même cour, dans les cours à côté. Question de son qui est aussi à quelques rues d'ici, donc c'est un quartier assez vivant. J'ai aussi d'autres amis, Étienne de Crécy, Pierrick Devin, qui sont installés à quelques centaines de mètres aussi. Et donc c'est très vivant dans le domaine de l'audio, dans le coin, et c'est très sympa. On peut se retrouver pour déjeuner ou se croiser par hasard, c'est cool. Alors, tu as évoqué d'autres grands noms, Alex Goffer, Étienne de Crécy. Toi, tu peux revenir un peu sur ta carrière. Tu connais ces gens-là depuis longtemps, tu fais partie de cette génération-là. Bah oui, en fait, j'oserais dire, on a grandi un petit peu ensemble. Étienne de Crécy, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque au Studio Plus 30, où il était assistant, et moi aussi. Donc on s'est rencontrés là-bas au Studio Plus 30, on assistait tous les deux Philippe Serboneski, Philippe Zdar, que moi j'avais rencontré sur un album d'MC Solar dans le premier studio où je travaillais, qui était le studio de la Bastille, où j'ai écopé de mon petit surnom de Alf. Et ensuite, quand il y a eu une place à Plus 30, via Étienne, il m'a filé le tuyau, et du coup j'ai pu proposer mes services là-bas et y rentrer. Donc j'ai travaillé ensuite au Studio Plus 30, qui était un studio à l'époque dans lequel il y avait 2 cabines. Et pendant le temps où j'y étais, tout d'un coup on est passé de 2 à 4 cabines. Et donc j'ai été assistant, puis ingénieur maison au Studio Plus 30. Ce qui m'a permis de travailler sur de multiples productions, de faire mes armes en tant qu'assistant un peu confirmé, en assistant sur des productions internationales comme Duran Duran ou David Bowie, et puis d'autres artistes francophones comme Étienne Dao ou MC Solar. Enfin bon, il y avait quand même pas mal de gens intéressants qui passaient au Studio Plus 30. Et puis progressivement, avoir la possibilité de faire des séances comme ingénieur du son maison et au fur et à mesure devenir freelance à partir du moment où je commençais à avoir un catalogue de production qui était un petit peu reconnu et qui m'ont permis ensuite de voler de mes propres ailes. Ok. Donc pas mal de Plus 30, et puis ensuite aller ici et là dans les studios parisiens au fur et à mesure des expériences, essayer un petit peu ce qui était possible d'essayer. Et donc aujourd'hui, tu es 100% ingé mix, c'est ça ? Principalement, on va peut-être dire 100%, parce que je me ferme pas à des opportunités qui pourraient se proposer si elles pouvaient être intéressantes. Mais oui, j'ai recentré beaucoup de mon activité sur le mixage. Donc on va dire que c'est à 98% de mixage. Ok, 98, ça me va. Très bien. Est-ce que tu nous parles un peu de ton setup ? Oui. On va parler de ton monitoring d'abord ? Oui, alors le monitoring, c'est un monitoring qui est mi-Genelec, mi-KRK. Alors Genelec, c'est des ensembles que j'ai, je crois, depuis 1995. C'est pas mes enceintes principales, mais c'est des enceintes que je connais bien, sur lesquelles je check un petit peu ce qui se passe. Sinon, je travaille principalement sur ces enceintes KRK, qui sont pas des enceintes toutes neuves aussi, qui datent de la fin des années 90. Que dire, c'est des enceintes qui sont assez précises dans le médium, donc qui sont assez ciselées, et on entend assez bien ce qui se passe dans ces fréquences qui sont à la base très plébiscitées par des producteurs de rock américains généralement. Donc moi j'ai eu un coup de cœur là-dessus il y a très longtemps de ça fait, je sais pas, ça doit faire 20 ans que je les ai. Tu les connais par cœur ? Je connais bien, donc voilà, ce serait pas mal de pouvoir de temps en temps, je me dis, peut-être aller vers autre chose, mais bon, en même temps, j'y suis attaché, et puis je sais comment elle résonne ici dans la pièce. Donc voilà, je suis dans ces KRK. J'ai malgré tout des petites Genelec, je ne me souviens plus de leur référence, 80-20 je crois, quelque chose comme ça, qui me permettent d'écouter un peu de loin, comme on écoute un petit peu de manière un peu plus distraite, dans une écoute qui peut être différente de celle qu'on peut avoir dans un studio. Et puis j'ai des petits systèmes un peu d'écoute vraiment de camping, des petites enceintes Bluetooth, des trucs comme ça, sur lesquels je peux écouter de temps
temps en temps, un casque aussi, dans lequel il est bon aussi de checker la manière dont ça se passe aussi sous le casque. Donc voilà, c'est assez varié, mais plutôt autour des KRK. Ok. Est-ce que tu nous parles des vumètres ? Alors les vumètres, c'est une paire de vumètres que j'ai acheté il y a bien longtemps aussi parce que j'avais envie d'avoir avec ce setup ordinateur quelque chose où je puisse contrôler à la manière qu'on peut avoir de visualiser le signal avec une console. Donc j'avais acheté une paire de vumètres, j'ai fait mettre une petite boîte en bois qui lui redonne un peu de style, parce que sinon c'est juste des vumètres en plastoc, sont pas très jolis. Et alors c'est utile les vumètres ? Les vumètres, c'est toujours un outil qui est vraiment très utile. Il faut savoir les regarder, mais il faut savoir aussi les oublier parfois. Alors tu regardes quoi sur les vumètres ? J'aime bien voir la manière dont la musique la danse un petit peu des aiguilles, la manière dont la musique va avoir à bouger et la dynamique qu'elle va pouvoir avoir. Il y a en même temps des références et en même temps des choses à oublier un petit peu. Faut les laisser vivre et en même temps, il est bon de s'y référer. Donc c'est un petit équilibre comme le reste. On est dans l'art de l'équilibre ici. Ok, je te demande parce que Alex Goffer il dit que la prise enceinte c'est le plus important. Ouais. Il est fan. Et du coup moi après je m'en suis pris une paire. Je me suis dit tiens je vais essayer. En plus mon ancien patron Paris il en avait donc je me disais il y a quelque chose. Et du coup je voulais voir un peu ton retour et aussi depuis encore moins longtemps j'ai ce petit Clarity M stéréo. Ouais. Donc pareil je voulais voir tiens toi par exemple parce qu'on peut regarder plein de choses sur ce truc. Ouais. Toi, tu t'en sers pour quoi ? Principalement pour tout ce qui est phase, stéréo. Regardez aussi, on voit très bien quand un signal distord également. Gérer vraiment l'équilibre de la stéréo, la manière dont ça va avoir de s'épanouir et de se resserrer en fonction des différents moments du morceau. Donc principalement, c'est ça l'utilité que j'en ai. Après, je peux de temps en temps aller regarder, il y a la possibilité d'afficher toute une plage de fréquences et de voir un peu ce qui se passe dans le signal, si jamais j'ai besoin d'éclaircissement ou de vérifier des choses, mais c'est pas l'utilisation principale que j'en ai. Sinon, il y a une autre fonctionnalité qui permet de voir tout le système dynamique. Là, j'y vais des fois par curiosité, mais c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je me réfère. Okay. Donc principalement l'image stéréo et la manière dont va avoir le signal de s'épanouir et de comment il va pouvoir agir à l'intérieur du développement d'un morceau. Super. On continue devant toi. T'as des surfaces de contrôle alors ? Oui. Est-ce que tu les utilises ? Alors oui, pour être tout à fait honnête, je les ai utilisées pendant des années. Et puis, les moteurs se sont vite affaiblis. Et du coup, elles ne sont pas dans un super état aujourd'hui. Et je ne les ai pas changées. Parce qu'à un moment, je me suis mis à tout faire avec le trackball. Et malgré que dans ma culture et dans la manière dont j'avais d'appréhender le mixage sur des consoles, j'aime toujours l'idée tu fais des automations ou Oui, je fais des automations. Donc je faisais des automations avec ces surfaces de contrôle et aussi le côté balance et tout ça. Et j'aimais bien avoir une interaction sur plusieurs faders en même temps, ce que vraiment j'avais... Comme sur une console, quoi. Comme sur une console, c'est vrai. C'était vraiment pour retrouver un petit peu la convivialité d'une console que j'avais opté pour l'achat de ces surfaces de contrôle. Et puis avec le temps, je me suis un petit peu détaché de ça. Donc du coup, maintenant, je fais mes automations avec le trackball. J'ai pas la possibilité d'agir sur plusieurs instruments en même temps, ce qui peut être des fois un petit peu frustrant. Mais bon, les habitudes, c'est bien aussi de les changer.
ça évolue, ça change, et donc maintenant elles sont éteintes. Je dis pas que dans un futur proche, je mette pas celle-ci à la poubelle pour en acheter une autre. À voir. C'est pas devenu quelque chose de primordial alors que je pensais que ça l'était. Donc c'est bien. Pour l'instant, je me déshabitue, peut-être pour réavoir envie d'autre chose un peu plus tard. Ok. On parle des machines, du hardware ? Bien sûr. Alors, il y a eu pas mal d'évolutions ici au studio. Quand j'ai commencé, moi, j'utilisais un Pro Tools TDM5 au départ, qui était un Pro Tools dans lequel il y avait quand même des limitations audio qui étaient bon de contourner en faisant le plus possible sortir le signal pour le traiter à l'extérieur. Donc j'utilisais vraiment le Pro Tools comme un gros magnéto qui permettait d'éditer avec des possibilités de pouvoir appliquer certains traitements à l'intérieur, mais quand même... Donc niveau plugin, tout ça, c'était limité. Il y avait évidemment des choses, mais c'était surtout le mélange à l'intérieur du Pro Tools qui avait du mal un petit peu à se faire. Okay. À l'époque, mixer dans la boîte, c'était vraiment un peu téméraire et ça demandait surtout beaucoup d'efforts. Donc, j'avais progressivement opté pour une situation où je sortais le plus possible les éléments de l'ordinateur. J'avais à l'époque un mélangeur Chandler que j'ai plus maintenant pour justement être traité en appliquant certaines égalisations ou compressions et avoir un système de mélange qui soit à l'extérieur de l'ordinateur. Ensuite, il y a eu l'évolution de Pro Tools et du logiciel, et notamment du logiciel de mélange. Et il s'est avéré que de plus en plus, la nécessité de ressortir à l'extérieur était moins obligatoire, on va dire. On peut toujours le faire, évidemment, ça peut apporter un plus, mais on peut aussi tout à fait s'en sortir en traitant à l'intérieur de l'ordinateur et en faisant le mélange sans en sortir. Okay. Donc, progressivement, il y a eu réduction de l'application de machines extérieures pour ces raisons-là, mais aussi pour des raisons de workflow et de manière de travailler avec aussi les différentes demandes de changement, de retouches qui doivent être effectuées en fonction des demandes des gens avec qui on travaille. Donc j'ai tout un tas de cahiers à l'époque dans lesquels je notais les réglages des différentes machines. Aujourd'hui, j'en utilise assez peu. Il se peut que je branche quand même une machine ou deux de temps en temps et que j'applique un réglage que je print et puis comme ça... Okay. Donc tu mixes in the box et... Une fois de temps en temps, il t'arrive de sortir, voilà, c'est l'exception. Voilà, et ça, il se peut que de temps en temps, j'ai envie de faire un traitement particulier. Je passe peut-être par une ou deux machines, et puis ensuite je le réenregistre. Mais alors, qu'est-ce que tu as gardé ? C'est quoi c'est très rare. C'est quoi, du coup, que tu n'arrives pas à te séparer ? En fait, je garde des machines qui peuvent me servir éventuellement à traquer si jamais j'ai besoin d'enregistrer des choses. Mais pour être tout à fait honnête, je pourrais me séparer de 90% des machines qui se trouvent ici. Alors de quoi tu ne peux pas te séparer ? Après, il y a des machines qui ont une petite valeur sentimentale. Il y a par exemple cet EQ Telefunken que j'aime beaucoup, qui est un EQ très basique avec un grave, un aigu. Sa référence est W295, je crois, ou 395, je ne me souviens plus. Enfin bon, en gros, il y a un balayage grave aigu à 60 Hz à 15K et un petit balayage dans le médium avec certaines fréquences disponibles, 1, 2, 3, 4, 5 pour ce modèle-ci. Il y a un autre modèle qui commence à 0,7 et puis qui a un balayage de fréquences dans le médium qui est un petit peu différent. Mais c'est un EQ très musical, donc très basique, avec une possibilité de réglage vraiment minime, mais qui a une couleur que j'aime beaucoup. Donc celui-là, il fait partie un petit peu
mes EQ un peu chéris. Après, toutes les machines que j'ai là, je les aime bien. Il y a aussi cet EQ Neumann qui a été utilisé sur les consoles de mastering Neumann à l'époque. Je sais qu'il y a encore des gens qui les utilisent dans les différentes cabines de mastering. Il y en a chez Schaab, il y en a chez Gopher. C'est des EQ qui sont aussi, elles, très musicales. Il y a une paire d'électrodines ici, pareil, EQ assez simple, avec quelques balayages de fréquences. Grave, aigu, médium, mais c'est vraiment très basique. Des API aussi que j'aime bien. J'aime beaucoup aussi les répliques de Harrison, notamment pour la qualité des filtres, coupe bas, passo, qui sont vraiment aussi très musicaux. Voilà, après il y a évidemment le couteau suisse des compresseurs, les distressors qui permettent des réglages de soft à exagérer. Puis après des machines qui sont un peu plus anecdotiques, qui à l'époque permettaient de rajouter une couleur et du grain, type le Culture Vulture. Bon voilà, maintenant on arrive à simuler un petit peu ça à l'intérieur des ordinateurs. Voilà, le reste, c'est principalement préampli. Donc là il y a du Chandler, il y a de l'API, il y a du DACing. Et quelques unités de traitement. On a une Reverb qui est une réplique d'Eventide 2016, qui est une super Reverb, mais que j'utilise maintenant assez rarement. Là aussi, un harmoniseur Eventide H949 qui a une super couleur, qui peut être allumé de temps en temps, des MXR flanger phaser qui permettent aussi tout un tas de modulations hyper musicales, vachement bien. Bon, tout ça pourrait disparaître, okay. Mais pour l'instant c'est encore là. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Donc voilà. Après le reste, c'est des petits gadgets que j'utilise pour faire un petit peu de musique parfois quand ça m'arrive. Il y a aussi à l'intérieur des racks des unités de traitement automachine. Donc la série Bim Bam Boom, le biscuit. En fait, Automachine, je suis associé avec Denis Casageux dans cette marque, donc depuis sa création. Et donc voilà, c'est des machines que j'affectionne aussi particulièrement. Une parce que je suis avec Denis à l'origine de fabriquer ces machines-là. Et voilà, puis la marque Auto, c'est une aventure qui est vraiment excitante à travers le temps maintenant, depuis 2005. On l'a beaucoup vu sur la chaîne en tout cas. Voilà, ouais, c'est des machines qui sont très utilisées puis qui sont très appréciées et des musiciens et des producteurs. Ouais, il y a ce côté un peu créatif et en même temps technique. Exactement, c'est toujours l'idée d'être entre la machine haut de gamme et le jouet. On essaye d'avoir des qualités sonores de machine haut de gamme, mais avec une utilisation qui soit assez ludique, assez simple et plutôt directe, basée sur la performance. Donc c'est des machines avec lesquelles on peut jouer. Donc voilà, donc je les utilise aussi de temps à autre, notamment reverb, delay ou même distorsion, et c'est tout à fait le genre de machine que je peux printer à l'intérieur du Pro Tools pour éviter, puisque à recoller c'est pas forcément évident à moins de storer des presets. Est-ce que alors tu peux nous évoquer un peu ton actualité en tant qu'ingé mix? Là, semble que tu remixes Virgin Suicides de R. Alors oui, c'est une demande qui m'a été faite de la part du groupe en fait pour les 25 ans de la sortie de Virgin Suicide. Ils souhaitaient refaire une sortie et il y avait... Donc toi tu as fait le mix original? J'avais fait le mix original donc en 1999. T'as mixé d'autres albums de R aussi? J'avais mixé d'autres albums de R, notamment tous les premiers maxi qui sont apparus après, compilés sur l'album Premier Symptôme, l'album Moon Safari, donc Virgin Suicide, et puis un petit peu plus tard, on s'est retrouvés pour l'album Love 2, et un petit peu du Voyage dans la Lune. Donc c'est des gens
avec qui je suis toujours en contact et que je suis depuis des années. J'ai travaillé aussi sur les disques solos de Jean-Benoît Dankel. Voilà, font partie aussi un petit peu de mon histoire et de ce qui a permis l'évolution un petit peu de ma carrière. Donc voilà, c'est des projets et les disques de R, j'y suis forcément attaché. Alors comment on remixe Donc Virgin Suicide, là, la manière dont j'ai reçu ça à la première demande était un petit peu mitigée. Je me suis dit, pourquoi Parce que pour rappel, c'est vraiment un album qui est devenu un classique, quoi. Enfin, donc les gens, ils l'ont dans la tête, le son, là. Il est... Tout à fait. Donc l'idée de refaire quelque chose comme ça à l'identique, puis finalement en y réfléchissant... Alors qu'est-ce qui les a poussés à le faire de base? Il y avait aussi le fait qu'à l'époque, on n'était pas dans une démarche de faire un disque de ces enregistrements et de ces mixages. C'était vraiment des morceaux qui étaient dédiés à l'accompagnement du film de Sofia Coppola, Virgin Suicide. Donc on s'est un peu retrouvé à finaliser ces morceaux dans une optique de fournir la matière première à la production du film pour habiller les scènes du film. Bon an mal an, ça a été compilé et c'est devenu un album qui est devenu à travers le temps un disque très apprécié et des fans de R et des fans de Virgin Suicide du film. Et il y a pas mal de gens d'ailleurs, via aussi le morceau un peu iconique chanté, Playground Love, qui adorent ce disque et qui peut-être même fait partie de leur disque préféré de la discographie de R. Donc remixer ce disque, c'était quand même un petit challenge parce que... Voilà, il y avait une frustration parce que ça avait été pas pensé album, du coup il n'y avait peut-être pas les moyens de ouf mis pour... Exactement, donc à l'époque ça avait été mixé dans le studio que louait à l'époque le groupe en bordure du golfe de Saint-Nom-la-Bretèche. Ils avaient installé tout leur matériel et ils avaient à l'époque un petit enregistreur Akai numérique avec une console numérique aussi Yamaha. Donc un matériel un petit peu atypique et pas forcément dédié à faire un disque rétro dans les règles de l'art de ce qu'on pourrait attendre d'un son un petit peu 70s. Donc c'est vraiment un disque qui a été finalisé avec du matériel semi-pro de l'époque de la fin des années 90. Mais qui finalement n'a jamais choqué personne en termes de couleur ou de rendu chaleureux ou pas. Donc voilà. Il s'est avéré quand même qu'il y avait une légère frustration, et pas de ma part, mais de la part du groupe, pour avoir envie de le réaliser sur une console un petit peu plus noble que celle sur laquelle ça avait été fait à la base. Et on s'est dit, ah bah tiens, ça peut être l'occasion pour l'anniversaire de cette sortie, de le recontextualiser et de le finaliser avec une technologie qui aurait pu être la technologie utilisée pour un disque produit au milieu des années 70. Donc on est allé chez Question de Son, juste à côté d'ici, qui ont la chance de posséder une superbe Neve EMI, voilà, qui nous tendait les bras, qui est pile dans le milieu des années 70. Enfin bon, c'était juste parfait pour se lancer là-dedans. Donc on a remixé le disque sur cette console, tourné en analogique sur quart de pouce avec un bel enregistreur Studer. Voilà, Alex le masterisera bientôt pour une ressortie certainement à la rentrée avec un pack anniversaire et un mixage en Dolby Atmos qui viendra finaliser tout ça. Trop bien. D'autres actualités cool? Oui, récemment il y a l'album de Compromat, le duo de Vitalik et Rebecca Warrior qui a été mixé ici, le disque d'une artiste que j'aime beaucoup qui est Vicky Sherry, ex du groupe The Pirouette, qui sort chez Pan European. Je suis en ce moment en train de mixer un disque pour le groupe O2N, groupe de Bordeaux.
Alors ça, c'est toujours la question piège parce que je me souviens jamais de ce que j'ai fait récemment. Dur. Mais bon, si vous cherchez, vous allez trouver. C'est C'est en ligne. Allez voir mon Instagram où il y a toutes les références des derniers travaux. Trop bien. Et ben merci Alf. Avec plaisir. Moi j'ai hâte en tout cas d'écouter ça à la rentrée, là, nouvelle version de Virgin Suicide. Ouais. Et voilà, merci pour l'accueil et à la prochaine. Merci beaucoup.